يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Torkom, merci de votre fidélité pour ce nouveau rendez-vous de Stade 24. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on reçoit Abdelnour Hamissi qui devrait nous rejoindre d'un moment à l'autre. Sid Ahmed Khaddis, bonsoir. Sahaf Tork. Merci, Mahmoud, bonsoir. Je rappelle le sommaire également de l'émission pour planter le décor. On reviendra sur les compétitions africaines. 3 sur 3 pour nos clubs. 2 en Champions League, le CRB et la JS Kabylie se qualifient pour les quarts de finale. Ils terminent à la 2e place. Donc, ils ne recevront pas au match aller, puisqu'au match retour, ils devront se déplacer. Et l'USMA d'Alger également, en Coupe de la CAF, qui a réussi son passage et qui se qualifie pour les quarts de finale après sa belle victoire devant l'Akhdar de Libye sur le score de 4-1. Des hauts et des bas consacrés aux 2 matchs de notre équipe nationale. Quel enseignement, que retenir de ces 2 victoires, de ce turnover qui a été mis en place par Djamel Belmadi face au Niger et notamment sur la rencontre de Tunis où il y a eu 8 changements. Et puis cette question, je rappelle, cette polémique qui est née notamment en France puisque les Anglais, eux, ont décidé de permettre aux joueurs faisant le ramadan d'interrompre, qu'il y ait une pause pour leur permettre justement juste de rompre le jeûne, alors qu'en France, il y a eu cette interdiction. On reviendra sur cette décision de la 3F à partir de Paris avec Hamma Aymen, qui est entraîneur, qui est également formateur. Voilà donc, j'espère que vous allez passer une bonne heure avec nous. Sid Ahmed Khaddis, 3 de nos clubs sont qualifiés. On va commencer avec la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League africaine. On l'attendait, la JSK et le CRB. Le CRB qui a ramené un nul de son déplacement à Tunis, 0-0, et la JSK qui a été battue 3-0, mais l'équipe du Wydad doit dire merci monsieur l'arbitre. Oui, merci monsieur l'arbitre. Sur les 2 buts. Sur le premier but et sur le deuxième. Le deuxième. Mais je pense que... mais ça change la face du match. Oui, c'est clair, ça change la face du match. La GSK était bien rentrée dans le match, bien en place, un bloc en 4-2-3-1 bien compact, qui avait réussi son début surtout de première mi-temps. Par la suite, il y a eu ce coup de pouce de l'arbitre, mais on ne cessera de le dire. Tant qu'il n'y a pas la position d'hors-jeu. Plus main. Faute de main. Et l'arbitre, lui, il ne voit rien. L'arbitre assistant ne voit rien. Ouais. Personne ne voit. Sur le hors-jeu, l'arbitre assistant était bien positionné. Il peut le voir. Oui. Après, ce sont oui, mais 2 fois de suite. Ça arrive, ça peut arriver. Tant qu'il n'y aura pas la VAR sur cette phase de poule, il y aura encore des erreurs. Mais, chose est sûre, mission accomplie pour nos représentants en Champions League, c'est bien. Pour le CRB, c'est une continuité. L'objectif étant d'aller en demi-finale. La JSK un peu moins, vu sa situation au classement en championnat national, qui est un peu en difficulté, qui devra revenir et se remettre dans le bain du championnat parce qu'ils jouent pour leur survie. Donc, oui, mais dans le même temps, je vais faire une légère projection avant de retrouver, on va revenir sur les matchs, une légère projection. Dans le même temps, il y a cette période des matchs de mise à jour pour les 2 clubs, la JSK et le CRB. Ils ont beaucoup de rencontres. Le CRB, ils sont tranquilles. Ils ont une légère avance. Oui, mais vous jouez, le championnat n'est pas encore gagné. Mais ils ont l'effectif pour aussi. Il y a déjà mercredi la JS Saoura, il y aura un match, donc il va y avoir des matchs tous les 3 jours. Oui. Tirage au sort le 5. Il y a la période du Ramadan et c'est vers la fin avril que les matchs des quarts de finale se joueront. Ça joue sur une semaine. Ça sera le 21-22. L'aller et le retour. Le retour, ce sera une semaine plus tard. Voilà. C'est une période très difficile à gérer, très compliquée pour les staffs techniques, mais également les joueurs qui doivent être vraiment disciplinés. Pour la GSK, ça va être un peu compliqué, vu que je pense qu'il n'y a pas de profondeur de banc, déjà. Et les matchs en championnat vont s'enchaîner. La GSK n'est pas à l'abri en championnat, devra jouer avec la pression, sous la menace du Parado. Heureusement pour eux, pour la GSK, et malheureusement pour le Parado s'est incliné en championnat dernièrement et ne prend pas, face à Khenchla, 2-0. Exactement, ne prend pas beaucoup d'avance sur la JSK, ce qui permet un peu à la JSK de pouvoir espérer et revenir en championnat. Mais en Champions League, c'est une autre paire de manches. Pour le CRB, en revanche, ça va être un peu plus facile.
il y a une profondeur de banc. Il y a je pense que l'entraîneur peut aligner 2 équipes avec une certaine avance en championnat, avec 2 matchs en retard qui pourront donner 10 points d'avance au CRB en cas de victoire. Le CRB a 4 matchs de retard. Sur les 2 derniers qui vont jouer là, le mercredi, donc, qui pourraient donner 10 points d'avance sur le premier poursuivant. Donc je pense qu'il y a une certaine marge pour le CRB, contrairement à la JSK, qui va souffrir en cette fin de saison. Donc pour vous, ça va être facile à gérer, c'est ce que je comprends. Pour le CRB, oui. Bon, pour le CRB, oui. Je ne partage pas tout à fait, mais bon, on verra. Ah si, ils ont l'effectif, ce CRB. On verra. C'est un effectif, vous savez, quand vous regardez la profondeur du banc, vous voyez, c'est un effectif jeune. Azi, Bourras. Oui, mais quand on a une avance assez confortable en championnat, on peut se permettre. Là, aujourd'hui, contrairement à la JSK, qui jouera sous pression parce qu'ils sont menacés de relégation. On va revenir sur les compétitions africaines avec la qualification de nos clubs pour les quarts de finale. C'est un sujet signé Mohamed Wali. Pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Champions League africaine, le CRB se déplaçait à Tunis pour y affronter l'Espérance avec comme objectif la première place du groupe pour les coéquipiers d'Iwala. Seule une victoire permettrait au Shabab de terminer premier. Un match tactique entre 2 entraîneurs tunisiens qui se connaissent bien. Le début du match est plutôt haché avec beaucoup de fautes. Ce sont les Tunisiens qui prendront le match à leur compte. Par la suite, il faudra un Gendouzi, des grands soirs ainsi pour anéantir les assauts tunisiens. Et quand le portier est battu, il peut toujours compter sur Kded, auteur d'une prestation solide pour le seconder. Les occasions se multiplient du côté des Sanyors, mais Gendouzi répond présent à chaque fois et maintient son équipe dans le match. Les rares occasions des Rouges et Blancs n'ont pas inquiété le portier tunisien. C'est sur ce score, nul et vierge, que l'arbitre sifflera la fin de la rencontre. Le CRB qualifié en quart et terminera 2e du groupe. De son côté, la JS Kabylie est allée défier le Wydad de Casablanca pour la première place du groupe et l'avantage de recevoir au retour, mais aussi d'éviter les gros ténors du continent. Malheureusement pour les Canaries, bien en place en première mi-temps, ils prendront un but qui aurait dû être refusé pour une position de hors-jeu et faute de main par la suite. L'attaquant sénégalais Sambou ouvre la marque à la 38e minute. Il doublera la mise au retour des vestiaires à la 51e. Puis Al-Moutarajji d'un coup franc lointain en fin de match inscrira le 3e but de match. La JSK s'incline 3-0 et termine 2e du groupe. En Coupe de la CAF, l'USMA, pour qui un nul suffisait pour assurer sa place pour les quarts, a terminé la phase éliminatoire en remportant facilement avec l'art et la manière son match contre El Akhdar 4-1. Cette victoire acquise assez facilement est à mettre à l'actif d'un jeu collectif très plaisant, mais surtout au but de Zinedine Belhaïd et Adam Alilat sur penalty. Ayman Mahious d'un superbe but dans la surface de réparation et encore une fois d'Alilat d'une tête à la 75e minute de la rencontre. Les coéquipiers de Mahious ont réalisé leur meilleur match durant cette phase éliminatoire de 6 journées en représentant un jeu collectif très plaisant. L'USM Alger termine second du groupe A pour les quarts de finale de la compétition dont le tirage au sort est prévu mercredi au Caire en Égypte. L'USM Alger devra jouer son premier match à domicile avant de se déplacer chez son adversaire. Voilà donc pour nos clubs et les résultats enregistrés par les clubs. Le CRB qui avait besoin d'une victoire 0-0. Une équipe du CRB qui a été bousculée par l'Espérance, qui a aligné une équipe B, quasiment, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe. 7 changements. Pour vous, le CRB n'a pas osé sur ce match ? Clairement pas. Je ne sais pas si... il a joué en 4-3-3. Exactement. Quand on regarde, il a changé de stratégie. J'allais dire, je ne sais pas si c'est voulu de la part d'El Kouki, mais pour moi, il y avait la possibilité d'aller chercher cette première place et éviter, on le dit à chaque fois, la première place peut vous offrir les portes des demi-finales. Parce que vous affrontez... C'est vraiment un avantage de recevoir au match retour ? Clairement. C'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé au Maroc... Voilà. Le CRB l'année passée face au Wydad. Bon,
Je parle de ce match contre la JSK. Et même le CRB l'année passée, face L'année au dernière, Wydad. le CRB l'année dernière, ils avaient perdu à domicile déjà 1-0. Oui, mais quand on voit ce qui s'est passé, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans la même configuration quand on reçoit au match retour et quand on se déplace. Donc il y a l'apport du public, il y a l'aspect psychologique, parce qu'on joue chez nous, on se doit de bien faire, de vouloir ne pas lâcher cette qualification Oui, mais à si vous domicile. prenez un 3-0 à l'aller, bon, au retour, c'est compliqué. Hein. Voilà, il Pour ça, tout dépend de l'évolution Non, mais du le match. CRB est sur une bonne dynamique. Sur une dynamique. Sur une assez bonne dynamique, positive. Depuis l'entame de la saison, le CRB n'a connu que de défaites. Exactement. En Donc c'est Champions pour ça League que je africaine. dis, vu le groupe du CRB et vu la solidité défensive, ça aurait été meilleur de recevoir au match retour. Parce que souvent, il faut faire le plein Donc pour à domicile. vous, sur ce match, le CRB n'a pas osé. N'a pas osé, a subi L'homme surtout. du match, a du subi, côté de c'est Chababria c'est de Keddad et Gendouz. Alexis Gendouz Keddad. Pour moi, c'est Gendouz et Keddad. Keddad, il a fait un super bon match. Ce joueur est en train de monter en puissance. D'ailleurs, il frappe vraiment aux portes de la sélection. Il avait fait un superbe chan. Donc, il est sur une continuité. Il y a une réelle progression de la part de Keddad. Et Gendouz, encore une fois, qui Il retrouve répond présent. toutes ses qualités qu'on lui connaît. Et aujourd'hui, sans lui, je pense que le CRB aurait perdu ce match. Très bien. Le CRB, alors, les potentiels adversaires du Chababria de Belouizdad, il y a que les des deux gros. clubs marocains, le Raja et le Wydad, et Mamelodi Sundowns, qui a terminé à la première place de son groupe devant le Ahli. Ils avaient battu le Ahli 5-2. Quand on arrive à ce stade de la compétition, est-ce qu'on se dit, il y a un choix, je préfère, il y a une préférence? Oui, on préfère éviter certains adversaires. Il y en a 3. Il y a 2 clubs marocains et un club sud-africain. Je pense que le Wydad serait un bon tirage pour le... Ce serait une revanche? Je pense. Pour le CRB, ce serait un bon tirage. Et je suis quasi certain, après c'est une question de réalité du terrain. L'année dernière, le CRB avait un peu trop respecté, à le l'aller. Wydad à l'aller. Oui. Au retour, ils ont bousculé le Wydad Et souvenez-vous, le Wydad avait joué à 10. à 10 et le CRB aurait pu, au match retour, gagner si ce n'était Moussaoui qui, rappelons-le, a fait sortir les joueurs du match. Exactement. Complètement. Il est passé à côté de son match, on va le dire clairement. Mais je pense que le Wydad sera un bon tirage pour le CRB cette fois-ci. Déjà, il y a cet esprit de revanche. Et le CRB est, je dirais, mieux, on va dire... En termes d'expérience? Pas en termes d'expérience. De vécu? En termes de vécu. Aujourd'hui, il y a l'expérience de la saison dernière, mais aussi le fait que le Wydad a mal commencé cette campagne de Champions League. Donc je pense que tous ces éléments peuvent faire que le Wydad soit un bon tirage pour le CRB pour les quarts de finale. Très bien, mais sinon, bon, vous êtes en quart de finale. Après, c'est le tirage au sort qui décide. Clairement. Donc, vous avez la possibilité de jouer l'une des 3 équipes le 5 avril prochain avec le match retour à l'extérieur. Vous recevez au match aller. Et ça sera tout juste après le Ramadan. Ça sera une semaine après l'Aïd. Une semaine après l'Aïd. Donc, il faudra également gérer cette période qui est très importante, passage du Ramadan à cette transition. Ouais. Vous revenez à une vie qui est complètement même le corps, sur le plan biologique, hormonal, ça change, c'est différent du mois de Ramadan. Alors, ce que je vais vous proposer, avant de revenir comme ça va permettre à notre invité de s'installer, on va aller, avant de passer à la JSK, on va aller à la Coupe de la Confédération africaine de football. Et on va revenir sur cette qualification de l'USMA d'Alger devant l'Akhdar de Libye, et notamment la réaction de Abdelhak Benchikha, l'entraîneur du l'USMA à l'issue de cette qualification. Ce n'est pas le meilleur match. Le meilleur match, c'était contre Galante, ici, à 2-0. C'était notre meilleur match tactique. Tactique. Non, bon, on s'attendait à une bataille féroce contre nos amis libyens. Comme vous l'avez bien cité, on avait la possession, on était bien en place, et les buts s'enchaînaient, ce qui perturbait l'équipe libyenne. Voilà, c'était ça, la différence était là. Et bien voilà, c'était la réaction d'Abdelhak Benchikha, notre invité qui vient d'arriver. Monsieur Abdelrahim ici, bonsoir, merci d'être avec nous. Léger retard, ça arrive, mais c'est pas grave.
Alors, on va rester sur les compétitions africaines. C'était la réaction d'Abdelhak Benjika après la qualification de son équipe, l'USMA d'Alger. Mais moi, je voudrais revenir avec vous. On sait, on n'est pas le CRB et la JSK, deuxième, il termine deuxième, il se qualifie pour les quarts de finale. On ne va pas refaire les matchs. Sur les deux équipes en Champions League africaine, quand on regarde le CRB et la JSK, il y a la possibilité. Le CRB pourra jouer soit le Wydad, le Raja ou Mamelodi Sundowns. Je vous pose la question que j'ai posée à Sid Ahmed Redis pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une préférence pour vous? Quel serait le meilleur adversaire des trois? Je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'on s'est classé deuxième. Malheureusement, la JSK n'est pas dans un de ses états traditionnels. En championnat, elle souffre. Grosse difficulté. Voilà. Donc, pour la Champions League, affronter une grande cylindrie. La JSK, ils auront soit l'Espérance, Voilà. le Raja de Casablanca ou Mamelodi Sundowns. J'aimerais bien éviter ma mélodie pour Tout le monde me dit, éviter, tout le monde dit éviter ma le mélodie. déplacement parce que là, c'est la période où il y a une baisse de performance physique chez nos joueurs. Et vu que la JSK, elle doit remonter le classement au championnat. Les trois adversaires, l'équipe qui a fait le moins de points à la première place, c'est l'Espérance. Voilà. Je rappelle, le Raja 16 points sur la phase de poule. 5 victoires. 5 victoires. Mamelodi Sundowns, eh bien, également, il termine avec 14 points, 14. si je ne me trompe pas. 14 points. Et l'Espérance, 11 points. Ouais. Donc c'est pour vous dire. Est-ce qu'on peut réfléchir en termes de comptabilité sur le futur adversaire? Moi, je ne parle pas sur les points, mais je parle sur les performances collectives et individuelles pour l'ensemble des matchs. Si on prend une petite comparaison, on va trouver que le CRB, il est en pole position sur le plan conservation du ballon, tir au but, récupération du ballon. Là, vous revenez sur le parcours. Leur parcours. Très bien, parce que sur le dernier match, ce n'était pas le cas. Voilà. Si on prend les statistiques, je pense que sur le plan contenu, le CRB a démontré des belles phases de jeu, malgré qu'offensivement, on ne crache pas le feu. Voilà. Rafik Saifi disait le CRB a le potentiel pour aller très loin en Champions League africaine, mais il lui manque un buteur. Oui. Un tueur. Un tueur. Un véritable on va dire un buteur. Ah ouais. Ouais. Je suis d'accord, parce que quand on voit les éditions précédentes, à chaque fois qu'il y avait un club qui remportait cette Champions League, ils avaient un baroudeur devant. Ouais. L'année dernière, c'était le numéro 9 du Wydad. Souvenez-vous, face au CRB, il avait fait la différence tout seul. Il avait marqué le but. Avant, c'était l'Ahli. Donc, et pour répondre à votre question aussi, je pense que quand on arrive en quart de finale, c'est une toute autre compétition. Peu importe le nombre de points. C'est une nouvelle compétition qui débute. Peu importe le nombre de points qu'a eu les adversaires, etc. Parce qu'il y a un exemple. Aujourd'hui, il y a un club qui s'est qualifié difficilement, vraiment dans la difficulté. Il revient de loin, même de très loin. Et ça s'est joué à un penalty. Exactement. Et vous savez de qui je parle? Le Ahli. Le Ahli, aujourd'hui, peut aller remporter cette Champions League parce que... C'est dans leur ADN. Voilà. Il y a l'ADN du club, il y a les objectifs qui changent, c'est un match... ça se joue sur 2 manches, c'est un match à élimination directe, il n'y a pas de système de points. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc une fois qu'on est sorti de la phase de poule, on oublie. Ça y est, on tourne la page et on commence à se préparer pour les quarts de finale. Mais je peux ajouter quelque chose, que classer deuxième, ça ne donne pas le favori pour recevoir le premier match. Je vous pose la question, est-ce que vraiment ça influe, ça, le fait de le match retour à domicile? Sur le continent africain, oui, ça influe. Parce que jouer à l'extérieur le premier... La JSK en a souffert lors du dernier match. Voilà. Surtout... l'arbitrage. L'arbitrage, entre parenthèses. Par contre, il y a une donnée importante, c'est qu'à partir des quarts de finale, il y aura la VAR. Donc là, ça va... C'est pas encore officiel à 100%. Il y a des tractations entre la CAF et la société qui va prendre en charge le VAR. Voilà, qui va gérer ça. Mais sachant bien, même pendant la Coupe du Monde, on a assisté au VAR avec des erreurs. Il y a des erreurs. Il y a encore des erreurs. Le problème, c'est que la JSK, je ne pense pas qu'elle peut jouer sur les deux fronts. Ça va être la grosse difficulté pour la JSK? Oui. Le maintien et la Champions League. Parce que là, c'est l'écart, c'est élimination directe. Et faire un déplacement, par exemple, en Afrique du Sud, ça va les perturber. Et vu que les joueurs recrutés au mercato ne sont pas encore qualifiés. Il y a des blessés aussi. Voilà, il y a des blessés. Et l'absence de l'entraîneur sur le banc. Et la gestion des matchs retard pour les deux équipes? Oui. Est-ce que ça va être un problème ou pas? Vraiment, c'est un problème là. Pour les entraîneurs, parce qu'il faut, c'est quasiment tous les 3 jours. Le vu que l'effectif il n'est pas vraiment riche pour la JSK, même pour le CRB,
Le CRB, là, le Koki, Là, il utilise vous différez. Le Cookie, il a quasiment 14 joueurs, 14-15 joueurs. Ouais. Là, ils sont à l'usure. Je ne pense pas que là, il va faire un turnover pour le championnat. Je pense qu'il va donner de la chance à des joueurs en espoir pour intégrer l'équipe première. Abdinal, pardon. Je pense que pour le CRB, pour la GSK, je suis d'accord, ils n'ont pas l'effectif, il n'y a pas de profondeur de banc. Mais pour le CRB, on l'a vu, même les joueurs à qui on a fait appel, des joueurs espoirs de la catégorie réserve, ils ont donné satisfaction. Donc autant les lancer dans le bain et leur permettre de jouer. Dans le championnat. Voilà, parce qu'il y a une certaine marge de sécurité pour le CRB en championnat et je suis sûr pratiquement à 99%. Ça peut fondre comme neige au soleil. Non, pas du tout, maman. Vu le niveau et vu... ça fait combien de temps que le CRB ne joue pas? Ça fait 1 mois et demi, peut-être, il y a 4-5 matchs de retard. Aucune équipe n'est arrivée à rejoindre le CRB. Donc je pense qu'à 90%, il faut les gagner les matchs. Il faut les gagner les matchs. Oui, mais à 90%, le CRB sera champion. Mais hier, quand j'ai vu Mériziag avec le strapping, là, je me suis posé des questions. Est-ce que vraiment les joueurs du CRB vont tenir le coup, jouer le championnat, Coupe d'Algérie et la Champions League. Donc jouer sur 3 À un moment donné, il va falloir faire tourner. Oui, il faut un turnover, il faut tourner et même donner. Et c'est l'occasion de voir les jeunes formés par Boualem Sharaf au CRB, parce que je pense qu'ils ne leur ont pas encore donné. Vous pensez à des joueurs comme Aziz. Voilà, comme Aziz. Donc je pense que actuellement, le CRB, vu que Koki a changé l'équipe sur le plan tactique, parce que les débuts, c'était très difficile pour eux. Ils jouaient un 4-4 de losange. Là, il est passé en 4-3-3 sur ce dernier match. 4-2-3-1. Ça a donné... quand Iwala il est en forme, l'équipe marche. Quand il n'est pas en forme, le CRB baisse. C'est la même chose que l'année dernière quand il y avait Serioud. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Donc Serioud, c'est lui qui faisait les beaux jours du CRB. Maintenant, c'est Iwala. Donc je pense la ligne offensive pour le CRB, là, sur le plan collectif, c'est le point faible. Mais sur le plan animation, il y a du contenu. Moi, je suis satisfait pour le jeu, le jeu proposé par le CRB. Voilà, pour le CRB, malgré il y a beaucoup de critiques sur Nabil Koki. Très bien. Il est premier. Il a connu que 2 défaites. Il est en quart de finale. Il est qualifié en Coupe d'Algérie. Il est critiqué. Comme quoi, on ne fait pas l'unanimité. Parce qu'on est en Algérie. Non, même ailleurs. Hein, vous regardez d'autres. Nagelsmann. Le meilleur exemple, c'est Nagelsmann, qui apprend son licenciement à travers les réseaux sociaux. L'USMA d'Alger également, qui se qualifie pour les quarts de finale. L'USMA d'Alger, je trouve que l'USMA, il y a un bon coup à jouer. Et il y a du mieux. Il y a du mieux sur cette Coupe de la CAF. Oui, mais ils sont handicapés par la pelouse. Hier, j'ai vu le match. Non, d'accord, mais la pelouse, c'est un fait. Mais sur les quarts de finale, quand je regarde les équipes qui restent, il y a Pyramide, il y a Young Africans, ASEC Mimosa. L'absence de Berkane, le détenteur de titre. Il y a le phare il y a les phares de Rabat présents. Voilà, toujours présent. Donc, toujours, il y a une équipe... les équipes maghrébines qui... moi, je suis vraiment fier que... Il y a Monastir également. Les équipes maghrébines du nord d'Afrique qui sont toujours dans l'écart. Ça prouve qu'il y a un certain développement au niveau technique et même tactique, parce que dans les anciennes éditions, on trouvait des difficultés à passer au quart et même aux demi-finales. Là, c'est la 2e année qu'on a 2 équipes en Champions League africaine. L'année dernière, le CRB Sétif. Cette année, le CRB et la JSK. En Coupe de la Confédération, c'est bien l'USMAIE. Messieurs, dans le même temps, moi quand je regarde partout en Algérie, tout le monde vous parlera de la Champions League européenne, de l'intérêt de la Champions League européenne, suivra les exploits de Barcelone, du Real ou des grands clubs. Mais sur le continent, la Champions League africaine, n'arrive pas encore à accrocher. Les stades ne sont pas pleins. C'est triste. Je dis dommage. Oui. Donc, dommage pour la compétition pour le spectacle, africaine. Exactement. Mais je pense que... Mais c'est pas spécifique à l'Algérie. C'est spécifique à tout le continent. À tout le continent africain, oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a aussi vous prenez le Cameroun, on voit tous leurs clubs éliminés. Vous prenez également le match Tunis, chez Abdelhadi Bruxelles, il ne fait pas le plein, le stade. Il ne fait pas le plein. 10 000 maximum. Oui, bon, à peu près, disons à peu près. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt. Il n'y a pas l'intérêt que connaît par exemple la compétition européenne. Qu'a connu. Actuellement, si on fait une petite comparaison entre les continents africains, on va trouver que les clubs maghrébins structurés et bien financés, c'est eux qui arrivent
au stade final de cette compétition. À l'exception d'un pays que je vois qu'il émerge les dernières années, c'est la Tanzanie. La Tanzanie, elle a deux... Avec Simba. Avec Simba, il y a un autre club qui est en Coupe de Confédération. Oui. Donc peut-être qu'il sera le prochain adversaire de l'USMA d'Alger. C'est Young Africans. Young Africans, Voilà, très voilà. bien. Donc le Maroc avec deux équipes, l'Algérie aussi deux équipes, La l'Égypte, la Tunisie avec une équipe Monastir en CAF et Champions League, il y a l'Espérance, l'Égypte, le Ahli Pyramide. et Pyramide. en CAF. Donc toujours, on voit que les équipes maghrébines, l'Afrique du Nord, ils sont toujours... Domine le continent. Non, mais financièrement, ils ont des sponsors, ils arrivent à Attendez, recruter des bons Mamelodi joueurs. Sundowns, c'est également c'est un club qui est bien structuré, les Sud-Africains de Oui, Mamelodi, mais qui ont Alex- déjà gagné la compétition africaine. Mais l'absence de TP Mazembe en Champions Éliminé League... en Coupe de la CAF, le tout-puissant. Voilà, donc un petit peu, la géographie footballistique a changé un petit peu. C'est l'Afrique du Nord qui Ces est... dernières années, c'est l'Afrique du Nord, L'Afrique du il Nord. y a eu quelques exceptions. On enchaîne avec des hauts et des bas. Alors, cette question, que retenir de la double confrontation de notre équipe nationale face au Niger? La réponse avec Sid Ahmed Redis. Pour la première fois en 2023, mais aussi pour la première fois au Nelson Mandela Stadium, l'Algérie de Djamel Belmadi se présentait à son public. Longtemps frustré mais finalement vainqueur face au Niger pour ce premier match de la double confrontation des éliminatoires de la CAN 2023. Si Ait Nouri faisait office de seule nouveauté dans le 11 de départ, les intentions se voulaient pour autant rafraîchissantes. Développer du jeu, profiter de l'excellente pelouse, marquer des buts et se rassurer. Malheureusement, en dépit de l'envie évidente de bien faire de la part des Verts, la première mi-temps n'aura pas été des plus réjouissantes. Les Algériens se feront surprendre par la vitesse et la vista de Daniel Sosa à la 38e minute de jeu. Le Niger est devant. Ce même Sosa a failli punir les Verts une seconde fois, son tir passe juste à côté. Agacé par la prestation de son équipe, Djamel Belmadi procède à un triple changement dès la mi-temps. Ben Sebaini, Amora et Bounedjah font leur entrée. C'est une toute autre Algérie qui fait son retour sur le terrain. Si la domination est toujours totale, les actions réellement dangereuses se succèdent. Et suite à la pression de ce dernier après un centre de Belaïli que le défenseur Rahim Hassan marquera contre son camp. L'arrivée des jeunes fera du bien aux Verts puisque sur une passe magnifique de Shaibi, Bouhanani remisera en retrait pour Mahrez qui délivrera les Verts d'une soirée difficile. Face à un adversaire pas résolu à faire le jeu, c'est par ce type de confrontation qu'il faudra passer pour retrouver les sommets en Afrique. Victoire des Verts qui prennent largement la tête du groupe F. Avant d'affronter le Niger pour la seconde fois, l'enjeu était de taille pour les Verts. Accrocher officiellement la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, au stade de Radès à Tunis, l'Algérie se présentait avec un 11 remanié. Une grosse revue d'effectifs a été effectuée et 8 des 11 titulaires à l'aller étaient remplaçants pour le retour. Une première mi-temps assez archaïque où les Verts prendront l'avantage très rapidement. Bounedjah, opportuniste, a bien suivi et ouvre la marque. Un but précoce mais qui ne donnera malheureusement pas suite à une vague d'occasions dans cette première mi-temps. La seconde période n'est malheureusement pas très différente de la première. Sur un rythme assez faible, l'Algérie gère timidement son avantage et le Niger tente timidement d'égaliser. C'est sur ce petit score d'1-0 que l'arbitre sifflera la fin du match. On retiendra la qualification des Verts pour la CAN 2023. Prochain rendez-vous au mois de juin face à l'Ouganda. Abdelnour Hamzi, alors, on a eu Sid Ahmed Redis qui est revenu sur les deux matchs. Quel enseignement peut tirer l'entraîneur? Et on a vu sur les deux matchs, il y a eu des changements de joueurs, 8 changements. Est-ce qu'il n'a pas pris des risques? Je pense que le public algérien, les spécialistes, tout le monde demandait à faire une révolution dans l'effectif de la sélection algérienne. Belmadi, je pense que cette fois... Bon, mais le public, il peut demander ce qu'il veut, mais c'est l'entraîneur qui décide. Mais, à un moment donné, ça m'étonne que... Après l'échec de Coupe d'Afrique de Cameroun... Double échec. Voilà, double échec et tout. Je pense que c'est tout à fait normal que le public algérien... c'est lui le deuxième homme pour cette sélection, je pense. Oui, mais c'est pas lui qui entraîne. Oui, mais là, on vit dans un environnement où le public
les réseaux sociaux. Oh ont non, de mais je suis désolé. l'importance. Vous prenez Pep Guardiola, on lui dit pas tu alignes celui-là ou celui-là. Non, ça m'étonne. Ça, je suis pas d'accord. Voilà, on ne peut pas comparer. C'est Non, pas non, la- non, mais c'est ça pas la m'étonne même que Belmadi- Ce n'est pas la même culture. Je pense qu'il a besoin aujourd'hui d'un sang nouveau, qu'il a besoin de tester avant une échéance importante, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si on Je pense était- que c'est ça qui le guide. Mais si on était, je pense que participer à une Coupe du Monde juste après, je pense qu'il allait faire une révolution Voilà, dans il fallait- l'effectif, vu que les joueurs ils ont pris de l'âge et là il fallait baisser un petit peu la moyenne d'âge. Donc c'était une obligation pour lui de faire appel à des jeunes joueurs pour un petit peu redynamiser le groupe et mettre de la concurrence dans quelques postes. Donc c'était de bon augure. Et pour le premier match, c'était... On a vu deux visages. Oui. Une équipe qui manquait de rythme, une équipe qui n'a pas... On a joué le premier jour de Ramadan, Oui. le soir. Les joueurs, ils n'étaient pas prêts Mais physiologiquement. ça, c'est pour les deux équipes. Hein. Voilà, mais par contre, j'ai vu dans les pauses où tout l'ensemble des joueurs du Niger, quelques joueurs au match retour, qui buvaient de l'eau par rapport aux Algériens, que la majorité jeûnait. Donc il y a une certaine différence. Pour nous, c'est à 100%, on est des musulmans. Au Niger, il y a des musulmans et des Donc, non-musulmans. pour vous, mais dans le jeu, pour vous, c'est ce qui a fait la différence. Donc, Non, quelques joueurs, par contre, quand tu as 5 joueurs qui jeûnent pas, donc ils peuvent faire la différence sur le plan on a vu une physique. équipe. Non, mais on va rester sur le football. Ouais. Terrain footballistique. On a vu, par exemple, sur le premier match, une équipe du Niger qui a choisi une stratégie, bloc bas, rester, Même jouer la au profondeur. match, Même au match deuxième retour. match, ils étaient Et on a vu très notre bas, équipe très, qui manquait très de bas. rythme avec le changement, le coaching. On l'a vu sur le changement. Premier match, on a joué un 4-2-3. Ouais. Le problème, les solutions étaient plus à la deuxième mi-temps. On a vu la rentrée des joueurs plus rapides, vivaces, qui jouaient dans la profondeur. L'incorporation de Bounedjah a donné ses fruits parce qu'il a perturbé l'axe à trois centraux. Donc, par rapport au le Niger qui jouait à 4, mais ils ont joué à 5. Des fois, ils devenaient sur une ligne défensive à 6. Donc, on a trouvé des difficultés à trouver des espaces et des failles. Par contre, au match retour, la sélection nationale a trouvé la solution d'incorporer dès lors avec Bounedjah. Là, jouer avec 2 pointes, en défensivement, on jouait en 4-4-1-1. Et offensivement joué en 4-4-2 avec Cheibi qui était à la hauteur et sur côté droit Mahrez. On a trouvé des automatismes, on a joué en profondeur, mais le plus important c'était de gagner ces 2 matchs pour bien préparer le match qu'on pouvait un match amical contre une nation mondiale. Là maintenant, je pense qu'il faut préparer, inviter une équipe de grande cylindrie pour réévaluer ce groupe parce que ces 2 matchs. Il n'a pas encore son match référence. Ouais. Voilà. C'est pas le match référence. Le Niger, c'est Non, pas le mais match il se référence. cherche encore, Maman. Moi, je pense que ce qui va nous donner le là par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est les 2 matchs et la façon dont Djamel Belmadi a abordé les 2 matchs. La grosse différence, c'était au milieu de terrain. Lors du premier match, ici à Alger, on l'a vu, il a joué avec Ben Taleb en sentinelle, Boudaoui un peu plus haut devant lui et Ben Nasser aussi sur le côté gauche. Donc avec une sentinelle Ben Taleb et Boudaoui et Ben Nasser un peu plus haut. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc on l'a vu, il se marchait dessus. Boudaoui qui ne se projetait pas beaucoup, d'ailleurs il a été sorti par la suite. Et lors de la seconde confrontation, on l'a vu avec 2 récupérateurs, Zarrouki. Qu'on dise ce qu'on veuille sur Zarrouki, c'est mon point de vue personnel. Je pense que le milieu et l'équipe nationale d'Algérie a plus d'équilibre quand Zarrouki est au milieu de terrain que quand il ne joue pas. Quand il ne joue pas, on sent la différence. Ben Taleb peut jouer à ce poste-là, mais il n'est pas aussi efficace, n'apporte pas cet équilibre qu'apporte Zarrouki. Ben Taleb se projette un peu plus vers l'avant, Ben Nasser aussi. Pratiquement, on a joué avec 3 joueurs du même profil lors de la première rencontre. Zarrouki, lors de la seconde manche, a apporté cet équilibre. C'est pour ça qu'on a trouvé des solutions dans le jeu. Ben Nasser se projetait un peu plus et avait cette couverture derrière qu'apportait Zarrouki. Chaibi, comme l'a dit Abdelnour, sur le côté gauche. Et ce qu'on retiendra de tout ça, c'est que Djamel Belmadi se cherche. Aujourd'hui, il y a des joueurs... Il cherche son 11. Hein. Oui, se cherche, quand je dis se cherche, c'est l'équipe type. Et ce qui est bon à retenir,
c'est qu'aujourd'hui, il y a des joueurs, c'est, on va dire, des apports de qualité. On l'a vu, c'est des jeunes, ils ont 18, 19, bien formés, 20 ans, techniquement, qui ont été tactiquement. formés, qui ont eu la meilleure formation possible et qui, dans un futur très proche, pourront beaucoup apporter à cette équipe nationale. Le problème au milieu de terrain, c'était un problème de complémentarité. Des fois, on a besoin d'un joueur qui récupère beaucoup de ballons, un deuxième qui relie Entre doit le être relayeur. milieu et l'attaque. Là, cette complémentarité, on ne l'a pas vu dans le milieu du premier match. Le deuxième match, il a fait, comment dirais-je, une Un option. repositionnement. Voilà, repositionnement. Par contre, jouer avec deux gauchers au milieu de terrain, il y a une certaine difficulté. Donc, surtout sur le plan animation du jeu offensif. C'est dans l'animation où il y a eu des Voilà. problèmes. C'est Sur ça, le la plan difficulté. défensif aussi, un Zerouki, il soulage un petit peu, il joue devant la ligne défensive, il récupère beaucoup de ballons, il présente Il joue propre, un c'est limpide. potentiel physique énorme. Il parcourt dans un match, dans son club, il 13, arrive 14 jusqu'à kilomètres. 14 km par match, donc je ne pense pas. Malheureusement, son style de jeu, il n'est pas esthétique. C'est pour ça, il C'est y a un style nordique. Voilà. Il a Donc, un style nordique. Par contre, chez nous, on préfère un milieu de terrain technique, qui va vers l'avant, qui tire de loin, qui dribble au style de Ferroli. Par contre, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un deuxième Ferroli. Donc, c'est la difficulté. Peut-être Cheibi, mais pour l'instant, il est encore jeune, mais il n'a pas encore... Il fait son apprentissage. Il fait ses débuts. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver un deuxième Ferroli. Si dans cet effectif, on arrive à trouver un deuxième Ferroli, je pense qu'on aura un très bon milieu de terrain. Très bien. Il est avec nous, c'est Hama Ayman. Il est à Paris. Hama Ayman, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci. C'est Sahar Mdanek, Sahaf Tork également. Alors, Hama Ayman, comment a été suivi justement le regard des Algériens de France par rapport aux deux dernières confrontations de l'équipe nationale et également cette arrivée massive de joueurs formés en France qui ont rejoint l'équipe nationale? On va dire il y a eu un peu de scepticisme ici en France par rapport à certaines convocations. D'autres qui étaient un peu mécontents de voir certains joueurs arriver alors qu'ils avaient décliné la sélection au départ. Donc en fait, il y a eu tous ces sentiments-là qui étaient mélangés. À titre personnel, moi j'ai trouvé ces arrivées très pertinentes et j'ai trouvé que c'était le moment de les appeler sur une confrontation face à un adversaire qui était prenable. Donc je pense que le sélectionneur a bien fait de les appeler pour essayer d'avoir un maximum de joueurs à potentiel à sa disposition. Alors également, je vais rester avec vous. On a vu tout récemment toute cette polémique après la décision de la 3F d'interdire des interruptions pour rompre le jeûne, alors que c'est en Angleterre, on l'a vu, ça se fait le plus naturellement du monde. Également en Hollande, ça se fait le plus naturellement du monde. Est-ce que juste après cette décision, après ce départ, cette arrivée massive de joueurs issus de l'immigration ou formés en France en équipe nationale, est-ce que ça ne... Il y a de voir d'autres joueurs arriver. Et là, je vais être très clair. Allez, je vais poser la question directement. On pense à Guiri, on pense à Cherki, notamment. On dit que Cherki pourrait rejoindre. Est-ce que vous pensez que ça peut être des déclencheurs de décisions en faveur de l'équipe nationale? En fait, votre question, elle est très simple. C'est est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Voilà. Oui, je peux vous le confirmer parce qu'on pense tous la même chose ici en France. Que ce soit les entraîneurs, que ce soit les formateurs, on pense la même chose. Après, concernant ce qui s'est passé pour le petit Adjam, que moi j'ai bien connu au Paris FC, je ne suis pas surpris. Camboiré n'était pas son premier coup d'essai, ça s'est déjà fait quand il avait la réserve du Paris Saint-Germain. Galtier l'a déjà fait aussi, donc... Vous savez, en France, c'est très particulier pour les musulmans de façon déjà générale et dans le football plus particulièrement. Donc voilà, donc moi je ne suis pas surpris par ces interdictions. On connaît ce qui se passe aussi à la fédération. Donc voilà, il y a effectivement un lien de cause à effet. Je pense que de plus en plus de joueurs binationaux vont choisir leur pays d'origine. Et je pense que c'est que le début d'un exode massif. C'est David Redis. Bonsoir, Hama.
Bonsoir, c'est Ahmed. Zahaf Tarek. Sahar Torak, Sahadankom. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais une question toute simple. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la réponse et la justification d'Antoine Kombouaré en conférence de presse, rappelant que le FC Nantes s'est pris 3 buts à domicile face au Stade de Reims. Il disait, je pense que ça a fait polémique, je vais vous répondre. Pour lui, il avance le fait qu'un joueur ne soit pas à table avec ses coéquipiers, pour lui, il n'est pas dans le groupe. Est-ce que pour vous, c'est une raison valable pour ne pas convoquer un joueur ou pas ? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison que nous avons à travers l'Europe de grands entraîneurs qui estiment que cet argument ne tient pas la route. Klopp, par exemple, Ancelotti au Real avec Benzema et d'autres, hein, je peux en citer encore d'autres, des entraîneurs de renommée mondiale. Pour moi, c'est pas une justification. Et puis, pour la simple et bonne raison, c'est que N'Golo Kanté, quand il était à Caen, jeûnait aussi et venait à table avec ses partenaires, mais ne mangeait pas. Donc, Adjam aurait pu très bien venir à table, s'asseoir avec ses partenaires, partager un moment convivial avec ses partenaires et ne pas prendre part au repas. Donc il n'y avait aucune justification valable ce que pouvait avancer Antoine Kombouaré dans sa conférence de presse. Merci. Eh bien, merci Hama Ayman d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bon vent et on vous dit encore une fois, Sahar Mdanek. Merci. Merci, Hamdankom, au revoir. Merci, au revoir et merci d'avoir été avec nous en direct. Ça concerne toute cette polémique. On a vu, les Anglais sont plus ouverts sur cette question-là. Plus sur la Chelsea question. qui a organisé des iftars, les West Ham, qui a organisé aussi, la Hollande également pour Zarrouki. En Italie aussi, en Italie avec également. la Fiorentina. Problème que la Ligue française n'est pas parmi les championnats top 5. Donc, c'est évident. Si, ils sont dans le top 5. Cinquième. Oui, Cinquième. Les meilleurs championnats Oui, bien sûr. facilitent la tâche aux musulmans, les joueurs musulmans, pour jeûner convenablement et participer aux entraînements. Et même là, le haut niveau exige qu'il y a un certain suivi pour ces athlètes. Oui. C'est tout à fait normal qu'il y a des nutritionnistes. Qui faisait Ramadan hier, il a claqué 3 buts. Hein. 3 buts, mais avec le nutritionniste, il y a un accompagnement qui se fait. Il demande à quel moment il doit interrompre le jeûne, quand il y a le adhan, en même temps ce qu'il doit manger avant et pendant et après la compétition. Donc tout ça est contrôlé. Je vais juste faire un petit résumé de ce que disait... parce qu'il y a eu un communiqué de la part de la Fédération française. La Fédération française a fait envoyer un mail. Si vous voulez, on va écouter Digard. Ensuite, je reviendrai sur l'entraîneur de Nice qui lui et pour que les joueurs fassent Ramadan et puis il y a une interruption de jeûne pendant le match. On va écouter Digard, l'entraîneur de l'OCG Nice, le club le plus algérien du championnat de France. Moi, j'ai pas de position sur ces choses-là. C'est toujours compliqué. On est dans un pays laïque, on n'est pas dans un pays musulman. C'est toujours des sujets délicats. On connaît l'Angleterre. On sait que faut avouer les choses, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été. Maintenant, ce serait bien que la France le fasse, mais je pense que ça pose de soucis à personne qui ne le fasse pas, parce que de toute façon, on sait qu'à partir du moment où on n'est pas dans un pays musulman, on ne peut pas espérer avoir des choses en conséquence. Faut accepter le pays où on vit. On les accompagne du mieux possible. On a un pôle performance de grande qualité, donc ils sont suivis au niveau de l'alimentation, de l'hydratation. Et nous, on juge juste la performance, pas celui qui fait ou qui ne fait pas. Didier Digard, l'entraîneur de l'OCG Nice, qui revient, il dit ce que vous dites, l'accompagnement des joueurs pendant cette période. Surtout à ce niveau-là, très haut niveau. Au-delà de la polémique, Mohamed, moi je voudrais rester sur le sujet polémique. C'est tabou aujourd'hui en France, parce qu'on le sait, dans la société, il y a toujours ce petit côté tabou quand on parle de l'islam, etc. Mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, en France, dans le championnat de France, en plein été, quand le championnat reprend au mois d'août, il y a une pause qui est faite pour que les joueurs puissent s'hydrater. Quand il fait chaud, quand il fait plus de 30 degrés. Donc pourquoi ne pas faire la même chose pour permettre ces 3 minutes ou 2 minutes pour permettre aux joueurs. Alors,
Ce qu'a avancé la Fédération française de football, ça tient pas la route. c'est que, exactement, ça ne tient pas la route, c'est qu'il y a assez de pauses dans le match pour que les joueurs puissent C'est ce qu'a dit, aller boire. C'est ce qu'a dit le patron de l'arbitrage français en disant il y a assez de pauses et les joueurs peuvent aller s'hydrater. Ça ne peut nuire à la personne. conclusion avec vous, Abdellah Hmissi. Moi, je pense que la Fédération française, elle est dans un dilemme de, entre parenthèses, ils ne sont pas contents de voir leurs joueurs formés, voilà, avec la loi de Bahamas, ils sont contre. Et là, ils ont fait, je sais pas, un écrit pour la FIFA. Et en même temps, ils essaient d'interdire. Et c'est ça de bon augure. C'est tout le dilemme, quoi. Voilà, c'est tout le dilemme. Et là, le problème, que chez nous, il faut aussi penser de mettre des cellules scientifiques au niveau des clubs, pour accompagner ces joueurs pendant le mois de Ramadan. Merci Abdellah Hmissi d'avoir été avec nous. Une nouvelle fois, Sahar Mdanek. Merci Sidi Ahmed Redif. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Une nouvelle fois, merci de votre fidélité. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.